Concernant ces enjeux de la transition, du changement climatique, de la transition énergétique, nous avons estimé vraiment indispensable d'ouvrir ce débat autour de cette question, qui est un débat sociétal, en fait, à savoir quel modèle de société nous voulons et est-ce qu'on est capable de l'appliquer entre ces impératifs dont on a parlé depuis ce matin, des impératifs, des contraintes économiques de tous ordres, économiques, financiers, politiques, industriels. Donc, ouvrir ce débat aux sciences humaines et sociales. C'est pour cela que nous sommes très heureux que Florence Rudolph ait accepté notre sollicitation et nous la remercions vivement. Pour vous présenter Florence Rudolph, donc elle est sociologue urbaniste, professeure des universités à l'INSA, qui est l'Institut des sciences appliquées de Strasbourg, au département d'architecture et de design planning. Elle dirige également le laboratoire AMUP, qui est pour architecture, morphologie urbaine, projet. Alors, c'est une unité de recherche qui accorde une attention particulière aux idées, aux théories, aux dispositifs urbains et métropolitains. Donc, cet objet de recherche qui est situé à l'articulation précisément entre architecture, sciences sociales et sciences de l'ingénieur. Florence est spécialisée en sociologie de l'environnement. Elle assure aujourd'hui, qui plus est, la coordination d'un gros programme de recherche financé, qui est un programme Interreg, qui s'appelle Climability. L'objet étant d'identifier les vulnérabilités des entreprises du Rhin supérieur, donc dans sa région, dans la perspective du changement climatique, avec un enjeu qui est de taille, puisqu'il s'agit d'adapter les stratégies d'entreprise, donc des partenaires, des acteurs, aux conditions climatiques et socio-économiques à venir. Elle a de plus, en mai 2016, été nommée par la ministre de l'Environnement de l'époque, donc Ségolène Royal, pour être membre associé de la mission régionale de l'autorité environnementale du Grand Est. Alors, je vais vous laisser consulter, si vous êtes intéressé plus avant, ces travaux, toutes ces publications sur le site internet de son laboratoire. Je note juste, je vais partager l'ouvrage qu'elle a eu la gentillesse d'apporter avec un titre qui est édifiant et qui est exprimé sous forme d'interrogation. Le climat change et la société. On parle du changement climatique, mais qu'en est-il du changement de société? On voit qu'il y a vraiment un travail d'appropriation culturelle à ce niveau-là. Et donc, elle s'intéresse plus particulièrement aux manières de penser la ville durable. Ce matin, Lorenzo Diez nous a parlé de l'art d'habiter. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont très voisins. Et elle étudie la réception sociale du changement climatique. C'est précisément l'intitulé de sa conférence aujourd'hui. Peut-être, sans doute qu'on va nous parler, on va entendre également des questions d'éthique. Nous avons parlé tout à l'heure de vertu, de responsabilité. C'est d'éthique dont il est question, aussi bien d'éthique de conviction que d'éthique de responsabilité. Et on voit là qu'on est au cœur de cette journée consacrée au changement climatique, à la transition énergétique. Donc, je lui laisse sans plus tarder la parole. Florence, c'est à toi. Je commence par introduire cette conférence par une question, par un étonnement. Question d'ailleurs qui est l'intitulé de l'ouvrage que j'ai amené aujourd'hui et qui a trait, si vous voulez, à finalement une remise en question de ce qui était usuellement partagé, à savoir que les sociétés changent plus vite que la nature ou que l'environnement ou que les écosystèmes et la planète. Or, finalement, on assiste actuellement, si vous voulez, à une inversion finalement de cette dynamique. Il semblerait que les écosystèmes, la crise écologique, l'effondrement de la biodiversité ou tout simplement le changement climatique qui nous réunit aujourd'hui, montre finalement des bouleversements, si vous voulez, plus importants que ce qui traverse nos sociétés. Donc en fait, je suis partie, si vous voulez, de cet étonnement, et je me suis demandé aussi
puisque c'est une situation inédite, une situation qu'on connaît comme le grand défi de notre temps. Effectivement, d'autres sociétés, je pense à cet ouvrage par exemple de Diamond, Effondrement, qui revient sur de nombreuses sociétés qui ont connu l'effondrement finalement de leur soubassement matériel et vivant. Donc certes, ce n'est pas inédit, mais peut-être qu'il y a quelque chose de singulier quand même dans ce que nous traversons actuellement. Alors, effectivement, si vous voulez, comme je le disais, en sciences sociales, en sociologie, finalement, toute l'histoire de la sociologie, elle se construit autour du principe de révolution. On a la révolution politique de 1789, qui est en même temps une révolution démocratique. On a la révolution industrielle, révolution urbaine, révolution des mentalités, des modes de vie, avec le processus d'individualisation. Et toute l'histoire de la sociologie, donc depuis le 19e siècle, se construit autour de l'idée que finalement les sociétés sont des entités très dynamiques, certes qui connaissent aussi des inerties, mais enfin qui sont plus dynamiques que la nature. Donc en fait, si vous voulez, la question qui va nous intéresser, c'est finalement cette inertie sociétale. Et pour cela, je pense qu'il faut se replonger finalement dans ce qu'on appelle aussi des rapports sociaux de nature, puisqu'en sociologie, on va plutôt parler des rapports sociaux qui sont traditionnellement, si vous voulez, construits autour des rapports de production, c'est-à-dire au 19e siècle, finalement, le cœur de la question sociale, c'est le travail, c'est la répartition des richesses, c'est la répartition finalement entre la propriété, l'appropriation des modes de production et puis le salariat. Donc ça, c'est la grande question sociale finalement qui anime le 19e siècle. On parle de rapports sociaux de production. En fait, dans la crise écologique que nous traversons actuellement, finalement, il y a un enjeu, celui des rapports sociaux de nature, c'est-à-dire de s'interroger à la manière finalement dont nous construisons des rapports sociaux avec des entités qui, traditionnellement, on n'avait pas l'habitude de les faire rentrer en société, puisque ces entités, ce sont finalement la faune, la flore, des êtres de nature, que souvent d'ailleurs on qualifie de ressources. Et le fait qu'on les qualifie de ressources, c'est assez manifeste, c'est-à-dire que finalement on les objective, on les ramène au rang d'objets, en oubliant finalement que ces entités-là, elles sont inscrites dans des cycles de vie et de matière qu'elles transforment, et que finalement ce sont des entités vivantes qui habitent cette planète au même titre que nous. Et donc, ce à quoi j'ai envie de nous faire réfléchir ensemble, finalement, c'est avant tout, si on veut sortir de cette crise écologique, est-ce qu'il ne faut pas qu'on repense finalement notre rapport, pas uniquement aux humains, entre nous, mais aussi aux vivants, c'est-à-dire à ces autres entités qui peuplent la planète. Alors, ça, c'est une des questions, un des fils conducteurs de ma proposition, et on y reviendra. Une autre question, c'est un autre aspect de ce fil conducteur, c'est finalement de revenir à cette inertie sociale. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal, si vous voulez, à sortir finalement de cette crise écologique, alors bien qu'on en parle depuis maintenant au moins 50 ans? Je veux dire, voilà, moi quand j'ai commencé mes études dans les années 70, eh bien, j'ai très vite rencontré la question écologique. En 74, je me souviens exactement, en sciences naturelles, voilà, j'avais un professeur de sciences naturelles qui nous avait sensibilisés à la question de l'écologie. Donc, 1974, 2022, finalement, cette question, elle m'accompagne depuis le début, et on en a parlé à midi, certes, on a bougé, mais finalement, on parle un peu toujours de la même chose et on se rend compte qu'on n'arrive pas fondamentalement peut-être à changer les choses. Alors, par rapport à cette inertie, j'ai eu envie aussi de nous questionner entre finalement les actes de langage, la communication sociale, ici, mais la communication sociale aussi généralisée via les médias, que ce soit la presse écrite ou que ce soit les médias numériques actuellement. Donc, si vous voulez, on est beaucoup dans des actes de langage.
Mais finalement, est-ce que une des questions de ou un des aspects de cette inertie n'est pas tout simplement aussi lié à finalement une difficulté, si vous voulez, de passer des actes de langage à un agir d'un autre type, un agir qui réellement nous engage avec des autres humains et aussi avec des non-humains, c'est-à-dire ces entités vivantes à l'échelle de la planète. En bref, qui nous engage vraiment à faire monde aujourd'hui, demain, après-demain, tout le temps, et à finalement travailler, si vous voulez, à des nouveaux arrangements, à des nouveaux agencements entre les humains pour faire monde différemment. Donc cette question, si vous voulez, de la rupture ou de la déconnexion finalement entre des actes communicationnels et disons un rapport au monde, c'est-à-dire travailler à faire monde, à construire le monde, à l'édifier. Je pense que c'est un des freins, c'est un des obstacles principaux auxquels nous sommes confrontés dans cette crise écologique et dans le changement climatique. En tout cas, c'est une des propositions que je me propose de suivre avec vous. Donc, effectivement, nous engageons, nous pensons, mais nous réfléchissons au rapport de causalité, de plus en plus aussi avec des boucles de rétroaction. Nous envisageons la complexité. Parfois, nous allons jusqu'à, une fois que nous avons vu cette complexité, à imaginer comment sortir de situations d'entrecapture. Et ça, je pense que c'est un autre point très important. C'est que peut-être que notre crise écologique, c'est aussi une situation d'entrecapture. C'est-à-dire que nous avons du mal à nous extraire de certaines situations qui sont réellement insoutenables. Et finalement, s'engager dans une transition écologique, c'est peut-être déjà aussi apprendre à se désengager de certaines situations qui sont inextricables, qui sont insoutenables, pour arriver à faire émerger et à faire vivre d'autres modes d'existence, d'autres manières de nous engager sur cette planète. Alors, un autre aspect aussi par rapport à cette nécessité d'articuler, si vous voulez, les actes de langage avec d'autres manières de faire monde, a trait peut-être à cet état psychologique d'éco-anxiété dont on entend beaucoup parler et qui affecte plus largement la génération, les jeunes, on va dire, les étudiants notamment, auxquels j'ai affaire régulièrement, entre 20 et 30 ans. Et c'est vrai que, étant sociologue de l'environnement, tous les jours, moi j'enseigne à des jeunes qui, et je me retrouve devant ce cas de conscience difficile, à savoir que informer, motiver les jeunes en leur disant, on connaît bien les enfants à l'école, il faut leur dire, leur montrer, etc., qu'il faut traiter autrement des déchets, etc. Enfin, bon, je vais pas démultiplier tous les petits gestes dont on leur parle. Et en tout cas, il y a une situation réellement éprouvante pour les jeunes générations, à savoir que si elles sont éclairées, si elles sont éveillées, certaines ne le sont pas, mais si elles ont la chance d'être éveillées, éduquées, sensibilisées, finalement, elles assistent comme des témoins puissants à un désastre qui ne cesse d'être annoncé, qui advient, et par rapport auquel elles ne savent pas que faire. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de double peine presque, hein, je dirais, celle d'être éveillé, de voir et de ne rien pouvoir faire. Et cette situation, elle est extrêmement éprouvante, elle est extrêmement inquiétante. Or, c'est aussi au contact de cette génération, si vous voulez, que j'ai travaillé aussi mon propos, puisque effectivement, je me retrouve souvent dans des situations comme maintenant, de discours, et de me dire, oui, bon, mais je peux pas m'arrêter là, je peux pas m'arrêter à ce discours. Parce qu'effectivement, ce discours, il est cruel quelque part. Donc, en fait, si vous voulez, une des réponses que je propose, c'est de faire comprendre que finalement,
il convient de s'engager. Qu'en fait, face à une situation qui vous affecte et de façon légitime, une des réponses, c'est d'entrer en action. Et cette entrée en action, elle a plusieurs vertus. D'abord, elle a comme première vertu de trouver d'autres personnes avec qui on va agir. Et ça, c'est très important parce que déjà, d'ailleurs, la collègue en a parlé, déjà, c'est aller vers d'autres pour exprimer finalement un désir de vie, un désir de monde et partager des idées, les évaluer, s'opposer, argumenter, changer d'avis, et puis surtout, imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on voudrait faire, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre. Donc en fait, je pense que chaque moment, même le plus petit, où on commence à agir avec d'autres, eh bien c'est un moment, si vous voulez, où on apprend la coopération, où on apprend finalement aussi à travailler ensemble, et ça c'est très important. Je pense que notre monde souffre aussi énormément, si vous voulez, d'un rapport tangible au monde, d'un rapport concret au monde. Et notamment aussi avec le développement du numérique, on le voit bien, on a énormément de situations sociales qui sont de plus en plus remplacées par des situations finalement hors sol. On n'est même plus en contact avec des humains, on est en contact avec des écrans. Donc en fait, la proposition, si vous voulez, c'est de retrouver un rapport tangible, un rapport concret aux autres et au monde, et que par cette mise en mouvement, par ce rapport à l'action finalement, eh bien naissent de nouvelles actions, naissent des problèmes, mais émergent, si vous voulez, des possibles. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il est vraiment important de faire de nouveau de la place au possible et de faire de la place au possible de manière tangible dans le monde, ancrée dans le monde. Alors, effectivement, cette proposition-là, elle ne signifie pas pour autant que ce sera suffisant. Ce sera peut-être pas suffisant, mais ce sera mieux que finalement d'assister de manière accablée finalement à quelque chose qui va nous tomber dessus et de ne pas avoir pu avec d'autres essayer de contrer cette menace et finalement de s'inscrire dans notre temps, de s'inscrire dans l'historicité de notre temps. Donc si vous voulez, bien sûr, là je fais écho aussi aux travaux d'Isabelle Stengers, donc vous connaissez sans doute une chimiste philosophe qui a écrit je sais plus si c'est pour résister à la barbarie qui vient, enfin un titre assez terrifiant, mais qui parle justement de ce type d'engagement. Et puis en fait, autre point aussi qui me semble important de cette action, c'est de sortir des grands mots. Parce que quand on dit le changement climatique, le CO2, la biodiversité, la nature, la société, ça reste très abstrait. Mais si vous vous dites, comme vous parliez du campus par exemple, si vous dites, bon, moi je vais tous les jours sur le campus, je rencontre des générations différentes, mes professeurs, il y a des rapports, disons, d'autorité, de pouvoir, il y a une administration, etc., etc., il y a plein de choses dans un campus. On peut faire un éco-campus. Il y a plein de choses. À partir d'un campus, on peut vraiment identifier plein de chantiers, plein de projets autour desquels finalement on aborde toutes les questions de la société. On peut aborder toutes les questions de la société, la question du genre, la question des techniques, de l'eau, des déchets, du chauffage, du manger. On peut tout aborder, des rapports de production, des rapports d'autorité, etc. Et en fait, on peut les aborder là, maintenant, concrètement, à partir des conditions dans lesquelles on vit. Et ça, c'est une formidable chance finalement pour gagner en maturité et pour devenir vraiment des citoyens et des citoyennes, si vous voulez, qui ont appris effectivement la complexité du social et qui ont appris aussi à travailler ensemble. Et puis enfin, si on se dit, ce qu'on fait souvent aussi avec les étudiants, qu'est-ce que serait une action bonne pour la nature ? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne action en faveur de la nature ?
eh bien, on est aussi amené à questionner ce concept de nature, ou ce concept de société si on parlait de la bonne société. Et ce concept de nature, il nous renvoie immédiatement, si vous voulez, à quelque chose d'assez qu'on retrouve quand on travaille dans l'écologie. Est-ce que la nature, c'est restaurer une origine mythique qu'on ne sait même pas trop où il faudrait aller la chercher? Ou est-ce que la nature, c'est finalement construire un monde à partir de là où nous sommes maintenant, c'est-à-dire à partir de notre constitution? Or, nous avons la chance d'être dans une constitution démocratique, peut-être pas idéale, mais la démocratie n'est jamais achevée et c'est une chance puisque ça nous donne de la matière. Et dans ce cas-là, moi, je vous propose de repenser un contrat social, un contrat démocratique, dans lequel il y ait de la place pour des entités qui s'appellent des écosystèmes. Les fleuves, les forêts, les océans, l'atmosphère, le climat. Et c'est pas une utopie. Vous avez, alors je sais pas si c'est là, c'est la suivante. Vous avez finalement des initiatives qui ont été prises. Le Parlement Loire, récemment, autour de l'INSA et l'école de paysage à Blois. Mais avant ça, le fleuve Wanganui, en Nouvelle-Zélande, qui a obtenu un statut juridique. Et pourquoi ne l'obtiendrait-il pas? Alors qu'on a des entreprises, on a des sociétés internationales qui sont des personnalités juridiques, pourquoi nos grands écosystèmes n'auraient-ils pas le droit de siéger avec des représentants? Mais nous avons aussi des représentants du peuple. Le peuple n'est pas dans sa totalité au Parlement. Pourquoi ne pourrions pas avoir des représentants des écosystèmes qui, si vous voulez, sont absolument fondamentaux à notre existence et à la vie sur cette planète? Donc, ma proposition, avec d'autres, je suis pas seule, c'est de dire que finalement, l'écologisation, si vous voulez, de la modernité, l'écologisation de la démocratie, de notre constitution sociale, peut-être qu'elle va avec une extension du peuple. De la même façon qu'à un moment donné, les femmes ont eu le droit de vote. Pourquoi pas aussi reconnaître que ces grands écosystèmes doivent aussi siéger à la conférence des partis. Et d'ailleurs, Bruno Latour, aujourd'hui décédé depuis pas très longtemps, et que vous connaissez également sans doute, qui a beaucoup œuvré justement à cette reconnaissance, si vous voulez, de la planète. Il préfère parler de planète que d'environnement ou de nature, parce que, si vous voulez, dans le rapport, quand on parle de nature, on imagine toujours que la nature, elle est extérieure à la société. Alors que si vous parlez de monde ou de planète, vous reconnaissez qu'en fait, nous sommes intimement liés et qu'il faut revoir notre contrat social, qu'il faut revoir nos alliances avec les non-humains et sans faire de l'angélisme, mais revoir. Comprendre qu'il y a des exigences pour que les écosystèmes demeurent tout simplement actifs, ne s'effondrent pas, et que l'effondrement des écosystèmes, eh bien, c'est notre effondrement également, et qu'il faut reconnaître finalement cette nécessité, et qu'on ne peut pas continuer, si vous voulez, à faire comme si c'était simplement des objets par rapport auxquels nous serions des gestionnaires et nous aurions une simple comptabilité à tenir. Alors oui, un nouveau rapport à la nature, un nouveau rapport qui cesse de nous penser comme seul sujet de cette planète, entendons comme sujet, c'est-à-dire qui ont la capacité et le pouvoir finalement d'organiser cette planète comme si elle était simplement composée d'objets, et reconnaître que nous avons à partager cette planète avec l'ensemble des vivants. Alors, deuxième partie de ma conférence, que vous me ferez signe à 5 minutes avant où j'avais amené mon. Oui. Deuxième partie de ma conférence, ça va encore, c'est justement de revisiter, si vous voulez, un certain nombre de retours d'expérience qui viennent de travaux que j'ai pu mener et que j'ai plutôt campé dans la réalité urbaine, c'est-à-dire dans des terrains urbains. En me demandant, en fait, dans quelle mesure, si vous voulez, toutes ces idées régulatrices de la modernité,
Ça, c'est un peu une façon de parler de sociologues, comme la modernisation écologique, le développement durable ou soutenable, la transition écologique, et puis on en aura certainement d'autres. Tous ces vocables, toutes ces sémantiques, dans quelle mesure vraiment elles nous ont accompagnés, si vous voulez, dans un retournement de notre rapport à la nature ou au monde, ou dans quelle mesure finalement elles demeurent dans le même paradigme, c'est-à-dire que nous maîtrisons un peu mieux les ressources naturelles que nous continuons à appeler ressources naturelles. Alors, quelques expériences urbaines, je vais être rapide. Bon, ça, c'est un autre ouvrage, c'est un ouvrage collectif, donc qui a plusieurs chapitres avec plein d'auteurs différents. Donc, je m'appuie sur deux expériences urbaines, les écoquartiers, que vous connaissez bien. Les écoquartiers sont nés, disons, dans les années 90. En ce qui me concerne, moi, j'ai rencontré le premier écoquartier en 1992. C'était à Freiburg, à Freiburg, donc en Allemagne, le quartier Vauban. Et à l'époque, c'était donc un quartier qui est né du départ des forces françaises en Allemagne. Donc les casernes de Vauban sont libérées et donc on a une friche disponible, comme on dirait de nos jours. Or il se trouve que là, on a eu quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a eu une rencontre entre finalement des mobilisations urbaines. Fribourg est une ville avec des loyers très chers, ville étudiante. Donc bref, il y avait une pression sur le foncier. Il y avait cette friche qui se libérait et il y avait aussi cette émergence des questions écologiques. Donc on a finalement une convergence, on retrouve bien cette notion d'action, de lutte, on peut dire, n'ayons pas peur des mots. On a cette convergence, si vous voulez, de publics très différents. Il y a aussi la municipalité de Freiburg, etc. Et d'ailleurs d'étudiants en architecture qui travaillent sur ce territoire en imaginant, disons, un nouveau quartier. Ce quartier, si vous voulez, donc voilà, il y a eu des négociations, c'est aussi important, des négociations, il y a eu des compromis, peut-être pas des compromissions, mais des compromis. Et donc, de fil en aiguille, si vous voulez, ce quartier, il a été à la fois le creuset finalement d'innovation technologique et architecturale, d'innovation sociale, d'innovation législative et aussi d'innovation urbaine. Ce que je veux montrer avec ces quelques images-là, c'est que un certain nombre de choses sur ce quartier, au début de ce quartier, ont vraiment été façonnées avec les habitants, ou les futurs habitants, ou avec les personnes qui s'engageaient sur ce quartier. Par exemple, ce petit puits, qui n'est pas un puits d'ailleurs, qui est juste un artefact de puits, mais tout a été façonné, des briques avec les enfants qui ont fait les briques, qui ont mis leurs empreintes, etc. Et on retrouve, si vous voulez, des choses assez classiques maintenant, les nous, etc. Donc on retrouve différents dispositifs qui caractérisent les écoquartiers. Donc on a une combinaison, si vous voulez, d'innovation, comme je le disais, et qui sont vraiment au cœur, dans l'essence même de ce nouveau dispositif démonstrateur qui devait permettre justement de penser à l'échelle des villes une transformation écologique. Ces écoquartiers, ils ont eu tellement de succès que finalement, ils se sont développés, ils sont devenus un label pour la ville durable. Et finalement, en se développant, en devenant un label, il leur est arrivé finalement de devenir un petit peu, de se standardiser, c'est-à-dire de devenir essentiellement des espèces d'objets scientifico-techniques transplantés un peu de la dynamique, si vous voulez, de projet ou de concept sur un territoire, bien sûr de manière plus ou moins accompagnée, mais finalement, ils ont été privés, si vous voulez, de leur vie sociale, de ce qui au départ avait fait émerger l'écoquartier. Ce que je veux dire par là, c'est que même un très bel objet, à partir du moment où vous le transposez socialement et qu'il n'est pas porté socialement,
qu'il n'est pas façonné socialement, qu'il n'est pas produit socialement, eh bien finalement il perd en puissance. Il perd en puissance, il perd en force parce que il peut être très bien décalé. Ça ne veut pas dire du tout que les habitants qui vont se retrouver dans les écoquartiers qu'on produit et dans lesquels on vend des appartements bas carbone, etc., sont prêts à vivre dans ce type d'habitat, sont prêts à vivre dans ce type d'urbanité. Donc en fait, si vous voulez, la question c'est comment, d'où l'importance de cette coopération, comment faire pour que les innovations socio-techniques, elles demeurent vraiment en culture, c'est-à-dire qu'elles demeurent vraiment portées par les territoires où elles atterrissent. Donc en fait, c'est un plaidoyer un peu pour la coopération, pour l'autoproduction notamment de nos habitats, de nos urbanités, bien sûr avec des professionnels, bien sûr avec des spécialistes, architectes, ingénieurs, urbanistes, etc. Mais pour retrouver, si vous voulez, ce rapport, je dirais concret au travail, à la production des lieux dans lesquels nous vivons. Alors, ce plaidoyer, il s'appuie sur, si vous voulez, sur la nécessité aussi de reprendre finalement, de se ressaisir finalement de nos modes d'existence. Un autre sociologue, peut-être que vous connaissez un peu moins, Henri Lefebvre, qui a écrit un ouvrage en 1968 qui s'appelle Le droit à la ville, rappelait que après la manufacture au XIXe siècle, le capitalisme, son terrain d'expansion, ce sont les villes. Et après les villes, parce qu'on voit que la face cachée, on voit que la face visible, je veux dire, quand on voit la ville, derrière la ville, il y a tous les territoires d'extraction minière, d'exploitation, tous les territoires qui produisent la ville. Or, Henri Lefebvre, moi, je trouve que c'était une intuition géniale. Il a dit au XIXe siècle, le capitalisme s'est développé dans les manufactures. Au XXe siècle, c'est la ville qui est le creuset de développement du capitalisme. Et l'enjeu, si vous voulez, de se ressaisir de nos territoires, de nos habitats, de notre urbanité, je pense que ça fait écho à ce que notre vice-présidente nous a présenté précédemment, eh bien, c'est de retrouver, si vous voulez, un attachement à ces territoires et de comprendre que si on défend pas déjà nos territoires, si c'est la ville, c'est la ville, si c'est la ruralité, c'est la ruralité, là vous cultivez la terre, etc., il y aura pas de sortie de la crise écologique, à mon sens. Donc, en fait, si vous voulez, c'est retrouver cette puissance-là, cette puissance citoyenne, mais pas dans le sens qu'on envoie je sais pas combien de messages incendiaires sur Internet, non, mais dans le sens de fabriquer vraiment nos territoires, de les entretenir, la notion de care notamment, du soin, et d'être vraiment engagé dans ces territoires. Là, c'est juste une petite dia qui rappelle qu'on a effectivement différents types d'engagement. On peut avoir un engagement de conception, de projet, de réalisation, de chantier. On peut avoir juste un engagement de consommateur et d'acquisition ou de réappropriation. Bon. Et à chaque fois, il se passe sans doute autre chose dans l'attachement, dans l'engagement, dans la volonté qu'on aura aussi de défendre finalement un territoire qui pourrait être dénaturé, attaqué. Alors, deuxième point, les espaces d'activité économique. Donc ça, c'est plus relié à Climability et Climability Design. Effectivement, depuis 2011, j'ai commencé à travailler avec les entreprises, les petites et moyennes entreprises. En 2011, ce sont des climatologues qui sont venus me chercher parce que j'avais organisé une session cinéma. C'était suite à une vérité qui dérange d'Al Gore, et il y avait eu un contre-film qui était organisé après le Climagate par les climato-sceptiques, et donc qui cassait le film d'Al Gore. Et donc comme ça, je me suis retrouvée engagée avec des climatologues, donc depuis 2011, sur ces questions climatiques avec les entreprises. Il faut dire, compte tenu de ce que je vous ai raconté avant, que j'avais pas l'habitude de travailler avec les entreprises. Je travaillais plutôt avec les mouvements sociaux. J'étais plutôt du côté des sans-voix, des sans-terre,
travailler avec les déshérités. Voilà, c'est assez classique pour un ou une sociologue. En général, voilà, les sociologues sont plutôt du côté des dominés qu'ils accompagnent, plus ou moins bien parfois. Et le fait de rentrer, si vous voulez, en action avec les entreprises, j'ai hésité. Je me suis dit, je sais pas trop comment je vais pouvoir travailler avec les entreprises. Et là, je me suis dit que si, et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Mme Michel disait, qu'effectivement, on est à un point, il faut tous s'embarquer et que surtout, les entreprises, les entrepreneurs, ben, ce sont des gens qui ont des familles, qui ont des enfants. Bon, d'accord, ils sont dans une logique économique, dans un marché, voilà. Ils ont des contraintes comme d'autres gens, mais ils sont aussi vivants sur cette planète et ils peuvent aussi être dans l'éco-anxiété. Et par ailleurs, dans les entreprises, il y a tous les gens qui vont travailler tous les jours et que là, on retrouvait un peu la notion aussi du campus. D'ailleurs, j'ai travaillé en Afrique sur un campus durable au Bénin et c'était très intéressant. Et que ces sites industriels, eh bien, ils pouvaient être aussi souvent, ce sont des morceaux de métropolitains un peu ingrats qui ont échappé au PLU parce qu'on décrit une zone industrielle, mais on va pas dire quel type de voirie il y a, s'il faut qu'il y ait un parc, et ceci et cela. Et que donc il y avait, idem, tous les enjeux qu'on peut retrouver. Et que par ailleurs, ça pouvait permettre aussi, au sein de ces espaces d'activité industrielle, non seulement de penser l'écologie industrielle, tout ce qui est mutualisation, sources de chaleur, déchets, etc., mais que ça pouvait aussi permettre de restaurer un certain esprit démocratique dans les entreprises ou dans les sites industriels qui finalement le sont très peu. Alors voilà, on a pris le marché gare. Le marché gare nous a accueillis. On n'a pas pris, ils nous ont accueillis. On est allé les voir et on a travaillé avec eux, notamment essentiellement sur les îlots de chaleur, puisque c'est quand même une thématique très importante sur les sites industriels qui sont souvent très artificialisés. Vous avez parlé aussi de la déminéralisation. Et puis, les gens vont travailler. Souvent, ce sont des sites, les gens arrivent à 5 heures du matin. Il n'y a pas par exemple, à Strasbourg, le marché gare, on a la station du tram juste à côté, mais c'est l'entrepôt du tram. Il n'y a pas de station. C'est-à-dire que les gens, ils vont travailler, soit ils vont à pied, soit ils vont en voiture, soit ils vont à vélo. Mais c'est quand même pas un coin très chouette non plus à vélo. Il y a plein de voiries assez denses. Donc en fait, il y aurait très peu de choses à faire pour que finalement il y ait une desserte de tram. Idem, il y a plein de voies ferrées, mais ces voies ferrées, elles ont été condamnées dans les années 60, donc parce qu'ils datent des années 60, et elles sont plus en activité. Donc c'est pas un peu pour rappeler ce qu'est un marché d'intérêt national par rapport à ce marché gare. Il faut savoir que quand on a commencé cette enquête, c'était très intéressant parce que on avait c'était en Climability Design. On a commencé en septembre 2019. En mars 2020, tout était confiné. On était censé aller sur ces territoires, c'était compliqué. Donc c'était même pas compliqué, c'était impossible. Donc on les a appelés, on a fait des enquêtes par téléphone ou par Zoom, etc. Vous vous souvenez comment on s'est approprié ces nouvelles méthodologies. Et en fait, on a fait des entretiens sur leur rapport à la crise. Et c'est là aussi qu'on a rencontré toute la question des métiers essentiels, très importante aussi. Bref, avec la mine, justement, la Saint-Mince, on a vraiment vu que même ils étaient déjà depuis le 2017 engagés dans des transformations, transition énergétique, un certain nombre de mesures qu'ils avaient mises en place. Et donc avec eux, on a travaillé sur une lecture, un diagnostic, si vous voulez, du plan de la Mince pour identifier là où il y avait le plus d'îlots de chaleur. On les a aussi équipés de capteurs de mesure de température, d'humidité, d'indices albédo, etc. pour voir comment les différents bâtiments se comportaient par rapport, quelle était leur inertie par rapport à des vagues de chaleur ou par rapport à du froid ou de l'humidité. Et on a fait des propositions, ce qu'on appelle un peu des propositions sans regret, c'est-à-dire à moindre coût. Souvent, ça passe par de la végétalisation, voir comment est-ce qu'on peut déminéraliser et offrir de la même façon, si vous voulez, des espaces de pique-nique où les gens peuvent manger quand il fait beau, aussi de remettre des voiries douces pour les vélos ou pour les piétons parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Bref,
donné à penser, si vous voulez, ça c'était une étudiante en architecture qui avait travaillé en stage à l'ADUS, donc l'agence d'urbanisme de Strasbourg, et puis avec la Mince. Voilà. Donc en fait, pour conclure, si vous voulez, le travail sur le marché gare, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement, on a eu cet accueil, qu'il y a eu un certain nombre d'échanges, mais force est de constater qu'il y a une grande inertie, peut-être encore plus difficile qu'au niveau d'un quartier d'habitants, peut-être encore plus qu'au niveau d'un campus, et ça va certainement aussi avec la structure des entreprises et de ce que j'appelais la démocratie au travail. Il faut oser le dire aussi. Et c'est aussi un grand enjeu de la transition écologique, car la transition écologique doit être aussi sociale. Alors, souvent, on a l'habitude d'opposer des réponses techniques à des réponses politiques. Je pense que je voudrais pas rester sur cette impression, si jamais c'est cette impression que j'ai donnée en vous disant un produit clé en main, on le dépose. C'est pas du tout un discours technophobe. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est de retrouver finalement ce qu'on peut appeler une technologie politique, la technologie politique comme l'économie politique. Ça, c'était Serge Moscovici qui parlait de technologie politique, en disant qu'en fait toute innovation, si vous voulez, technique, elle doit être aussi sociale. Et pour qu'elle soit sociale, il faut absolument que les personnes, disons, les contemporains de cette technologie, ils se l'approprient. Ça peut être en amont, ça peut être en cours de route, ça peut être en aval. Le premier, deuxième, troisième, quatrième chantier, comme dit Nicolas Soulier dans le domaine de l'urbanisme ou de l'architecture. Mais si vous voulez, c'est sortir finalement de cette condition de consommateur. Consommateur aisé, dans ce cas-là, on est prédateur, parasite, ou consommateur malheureux qui ne pense qu'à éventuellement avoir de meilleurs salaires pour rejoindre les consommateurs parasites. Donc en fait, c'est vraiment un plaidoyer pour retrouver, si vous voulez, un rapport finalement concret, un rapport de travail, un rapport de production sociale, production d'habitat, production d'instruments de travail. Et finalement, la crise écologique, il me semble, elle est vraiment très ancrée dans cette manière dont on a été éduqué, si vous voulez, à être comme en dehors du monde, comme si on était spectateur du monde. Et au mieux, on est des spectateurs qui peuvent décider de ce monde, gérer ce monde. Et ça, il me semble intimement que c'est un des grands problèmes de la crise écologique que nous traversons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. C'est très important d'entendre les points de vue et en particulier cette approche sociologique. Moi, j'aurais un certain nombre de remarques peut-être et de questionnements concernant ce que vous appelez les consommateurs aisés qui sont parasites. Tout est relatif dans le domaine de la richesse. Vous savez qu'on a dit à un moment donné qu'on était riche à partir d'un certain seuil. Est-ce que nous, qui vivons dans des conditions aisées, on peut dire que le travailleur français, même au plus bas niveau, bénéficie de prestations sociales qu'il n'y a pas en Afrique? Et n'est-il pas, alors est-ce qu'il faut le considérer comme un consommateur parasite d'un Africain? Puisqu'on est dans le village monde. Alors, si vous voulez, effectivement, on peut parler en raccourci. La conférence, quand je dis consommateur aisé parasite, ce que je voulais dire par là, ce que je voulais surtout mettre en exergue, c'est le fait d'être consommateur versus producteur. Ça, voilà. Après, c'est certain que d'une certaine façon, oui, parce que d'une certaine façon, bien des ressources que nous utilisons de manière inconsciente sont extraites dans d'autres territoires du monde. Oui. Cela dit, il y a aussi des consommateurs aisés en Afrique. Parce qu'il y a aussi des classes dominantes et très riches en Afrique. Donc, si vous voulez, les choses sont pas aussi simples où d'un côté, il y aurait le pauvre Sud ou les pauvres Sud, ou le Grand Nord et le méchant Grand Nord. Non, les choses ne sont pas du tout aussi simples. Donc, je vous prie de m'excuser, je voulais pas être caricatural. Ce que je voulais juste mettre en exergue, si vous voulez, c'est quelque chose que moi je ressens intimement et que je pense que je partage avec d'autres.
c'est cette espèce de dématérialisation dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans une dématérialisation. Et cette dématérialisation, contrairement à ce que nous pensons peut-être, elle n'est pas du tout immatérielle. Les terres rares, l'énergie. Donc, si vous voulez, et vous et moi, les personnes, la plupart qui sont là avec l'âge qu'on a, on a vécu des temps matériels. Mais les jeunes de 5 ans, 6 ans, qui sont tout le temps avec un téléphone plus petit encore, qui ont comme premier contact au monde un écran, eh bien, il me semble qu'il y a quelque chose de très grave. C'est effectivement un rapport complètement déconnecté du monde. Ah, nous sommes d'accord. Bon, et c'est ça que je voulais dire, c'est de dire qu'en fait, un rapport, si vous voulez, c'est juste de retrouver un rapport à la matière et au cycle de vie, aux écosystèmes, aux autres. Parce que de plus en plus aussi, on peut se passer de rencontrer des gens. Mais effectivement, je vais pas rentrer dans le débat de savoir est-ce que, je sais pas, l'aide-soignante dans l'hôpital de Nancy est un parasite par rapport à quelqu'un au Bénin. C'est pas ça. Je pense que c'est pas à ce titre-là. C'est juste, ce sont des images pour juste nous faire penser notre rapport au monde. C'est pas pour construire, si vous voulez, des hiérarchies entre des bons et des méchants. Je sais pas. Non, c'est juste. Et malgré tout, en Afrique, pour y avoir été assez souvent et y avoir travaillé, je pense qu'il y a quand même, dans le quotidien, pas pour toute la population, mais la population moyenne, si on prend population moyenne, je pense qu'il y a un rapport au quotidien et donc à l'effectuation de tâches concrètement, qui est quand même différent de l'expérience, je dirais, quotidienne que nous avons. Voilà. Après, est-ce qu'il n'y a pas un problème général qui est que finalement tout le monde voudrait devenir le paradigme de l'autre, qui est quand même dans notre modèle de développement, oui, n'est-ce pas? Donc là, et la sobriété ne passe-t-elle pas par la modestie dans une certaine mesure? Mais d'où la question de la coopération. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un monde très individualiste et narcissique, finalement, ce qui est important, c'est de paraître, d'être, voilà, et c'est pas de ce que je vais partager avec l'autre. Et je pense je pense qu'on souffre, beaucoup d'entre nous souffrons de cette absence de partage. Et en fait, nous consommons par déficit de relations sociales. Combien de fois, je sais pas, il vous est arrivé d'acheter quelque chose et vous vous dites en fait, c'est juste, j'en ai rien à faire de ce que je viens d'acheter. C'était juste un désir de vivre. Et c'est vraiment pas la vie. C'est un débat très important. Mais donnez-nous un moyen d'y remédier. Dans une approche sociologique. Comment remédier à cet état de fait? Alors, un moyen d'y remédier, c'est justement de construire des projets avec d'autres. C'est-à-dire, ça peut commencer par habiter dans un immeuble et commencer à parler à ses voisins et essayer de faire quelque chose ensemble à l'échelle de cet immeuble. C'est pas facile. Et moi, la première, non, c'est pas facile. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que dès que vous essayez de faire ça, vous voyez que c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est vachement plus simple de se dire bon, moi je m'achète un appart le plus anonyme possible. Je peux payer des gens qui viennent, je sais pas, régler les trucs. Je délègue. Bon, si par ailleurs vous avez un espace social où vous pouvez exister, ça peut passer. Mais si vous êtes que dans ce type de rapports sociaux, que dans ce type de rapports humains, mais vous êtes dans une détresse. Vous êtes dans une détresse humaine effroyable. Et en fait, on sait très bien qu'on est très nombreux à être dans cette détresse humaine. Qui rajoute à l'éco-anxiété. Voilà. Mais par rapport à ça, oui, 2 petits éléments, mais par rapport au premier, en fait, ça va dans la suite exactement de ce qui vient d'être dit. Bastien Descola qui parlait beaucoup de la relation au vivant. Et puis il y a cet élément en fait qui est déclencheur un petit peu
à la fin du XVIe siècle, mais que c'est surtout développé au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est par la réification du vivant, de toute façon, qu'on a pu devenir productiviste, et avec l'animal machine et l'exploitation à grande échelle des ressources communes au départ, quoi. Et je pense que effectivement, c'est ce retour-là qui effraie un petit peu. Et Descola, il disait que, en fait, la première réaction des gens quand on leur parle de personnalité d'un fleuve, par exemple, ou quand on donne des droits aux animaux, pour aller jusque-là, il y a une réaction de défense qui est, mais si eux ont des droits, j'en aurai moins. Et c'est assez intéressant dans le cadre du contexte de changement climatique, puisque on touche souvent à ces questions-là. Et un autre petit point par rapport aux écoquartiers de tout à l'heure, je pense que ce qui est intéressant, c'est de répliquer les processus, mais pas les résultats. Et nous, on a vu ça dans l'aménagement des cours d'école. Ça se fait partout en France maintenant, on en est pas mal, on en est à 12e, je crois, au niveau de la métropole, 13e. C'est le processus vraiment qui est répliqué, c'est-à-dire qu'on sait que le projet doit sortir d'une concertation entre les enseignants, les élèves, tous les usagers de la cour d'école, avec une aide d'architectes, paysagistes pour voir ce qui est faisable ou pas. Et le processus a été le même, on n'a pas de cours qui sont équivalentes à la fin, puisque ce qui a été dessiné par les uns et les autres en fonction de leurs usages, de leur population, de leur désir de calme, de la volonté, ça a changé la sociologie de la cour de l'école et donc de l'école et des relations humaines, alors qu'au départ, c'était on va mettre un récupérateur d'eau, on va planter des arbres. Mais en fait, on allait bien plus loin que ça. Et ce qui était un projet au départ écologique est devenu vraiment un projet social finalement. Et c'est pour ça que ça a bien pris et que ça se refait dans toutes les écoles. Mais c'était intéressant. Voilà, on plaque pas un modèle en disant voilà une cour d'école, ça doit être ça. On dit on est prêt à changer votre cour d'école, dites-nous ce que vous voulez. Et ensuite on fait. Et je pense que c'est la différence avec ça. La biodiversité sociale, là. Joël, il y a Joël qui veut. Oui. Je prends dans l'ordre. Alors, merci pour cette conférence très stimulante et très engagée. Et je pense qu'effectivement, ça ne va pas de soi, ça demande un travail, y compris pour convaincre les autres. Je voulais partir de ce que tu avais dit au début en termes de symptômes, ce que moi j'ai entendu comme des symptômes, c'est-à-dire une sidération de la pensée, une difficulté à penser, un empêchement d'agir, des ruminations, des peurs, des pensées qui sont obsédantes, voire une pensée ou une vision un peu cauchemardesque de la société. Et tout ça, ça correspond en effet à l'éco-anxiété qu'on constate chez les plus jeunes et chez les moins jeunes. Et c'est autant de signes qu'on retrouve aussi, et moi je suis psychologue de formation, qu'on retrouve aussi dans les symptômes traumatiques. Et un des moyens pour sortir de ces symptômes traumatiques et de cette souffrance, c'est en effet de pouvoir élaborer quelque chose de ce qui nous sidère, mais dans le but de retrouver une capacité d'agir. Tu en as parlé, et je me disais que, et c'est la question que posait Jean-Dominique, quelle solution vous avez, vous, en tant que sociologue? Et je me disais qu'une des pistes, et il me semble que Delphine Michel l'a un peu suggéré, ça pouvait être des recherches participatives. Et je me demandais quelle place tu accordais dans les travaux que vous menez dans ton laboratoire aux recherches participatives, voire aux recherches citoyennes. C'est pas tout à fait la même chose, mais je pense que c'est effectivement un mouvement collectif, un engagement collectif qui peut permettre aux participants de retrouver cette capacité d'agir. Oui, alors merci pour vos questions, aussi pour la piste de reproduire les processus et pas les produits. Oui, recherche participative. Bon, moi au sein de notre laboratoire, effectivement, comme on est interdisciplinaire, qu'il y a des anthropologues et des sociologues en général, il y a toujours cette notion de terrain. Donc terrain suppose toujours, en tout cas, qu'on va au-devant des personnes, de groupes sociaux, de territoires, qu'on parle avec les gens. Et souvent, et c'est pas juste de la démagogie, c'est de dire aux gens, moi quand je suis allée voir les entreprises, faire des entretiens, je travaillais sur la crise des bases eaux sur le Rhin, c'est d'aller voir des opérateurs, des transporteurs, des transporteurs,
des chargeurs, etc. Et c'est de leur dire, en fait, moi, je connais rien à votre métier, de poser des questions, de leur demander de m'expliquer pour que je rentre peu à peu dans une réalité. Et surtout de leur faire comprendre que finalement c'est eux qui sont les spécialistes, c'est pas nous. Mais par contre c'est un peu. Alors j'ai trouvé le truc parce que souvent on me disait oui mais les entretiens et tout ça. Alors ça va faire plaisir à Monsieur de Corvin. Je leur disais mais quand tu vas chez le médecin, si le médecin il prend 5 minutes, il te dit rien, il prend juste attention et encore t'es content qu'il prenne l'attention. Ou s'il te pose une question, tu parles. Et il t'écoute. Et puis il te repose une autre question. Tu sors de là, t'as fait un grand pas. C'est pareil dans un entretien avec une entreprise, avec les écoliers, avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, et ça rejoint le dire, je pense, on est des êtres de langage. Et c'est vrai qu'on a besoin de parler parce qu'en parlant, on s'extériorise, on existe. Mais on peut pas en rester là. On peut pas en rester là et en plus on est de plus en plus privé de ça. On est de plus en plus privé du fait qu'on se parle, on s'écoute, on prend le temps. Et puis après on va peut-être faire quelque chose ensemble, même si c'est juste faire un repas, même si c'est confectionner un repas ensemble. Vous voyez par exemple les cantines, vous avez peut-être entendu, ça se développe beaucoup les cantines populaires dans les villes. C'est tout simplement faire à manger ensemble. On nous a livré tel et tel légume parce qu'on a tel et tel AMAP. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces patates et avec ces machins qu'on connaît pas? On va essayer de cuisiner ça ensemble. Et puis, comment est-ce on va nettoyer la cuisine? Puis après, on va manger ensemble. C'est idiot, ça semble idiot, mais c'est des choses qui sont, mais anthropologiquement essentielles. Et on est on est très nombreux à être orphelins de ça. Alors comment est-ce qu'on peut être soigneux de nos territoires? Et on l'est toujours de manière hyper abstraite. Alors on va avoir des équations, on va parler de je sais pas combien de grammes ou milligrammes de CO2 qu'on sait pas du tout à quoi ça ressemble. Mais le traduire dans des actes quotidiens avec d'autres, en essayant de faire avec ce qu'on a, parce qu'on vous a livré tel et tel légume, et puis que vous allez faire avec ça, alors pour beaucoup de personnes qui sont là, parce qu'on a un certain âge, ça nous paraît finalement assez trivial, parce qu'on a tous vécu ça, et toutes vécu ça. Mais, franchement, c'est quelque chose qui est en perdition. Et c'est quand même assez inquiétant. Et là-dessus, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a une voiture qui vous attend pour repartir, mais il y a encore... Parce que ma mère a son anniversaire, 97 ans. Voilà. Et qu'on va manger, qu'on va préparer un repas, donc je vais devoir y aller, vous quitter. Mais voilà. Il y a une question de Monsieur Fontcave et encore une question de ce monsieur, donc question courte. Réponse courte plutôt. Oui, enfin, c'est un commentaire et peut-être une question. Le commentaire, c'est peut-être contrairement à ce que vous dites, je pense que la situation n'est pas aussi catastrophique que ce que j'entends. Y compris d'ailleurs sur le plan de notre relation à la nature, à l'environnement, je crois que c'est le contraire. C'est-à-dire que nous sommes à un moment où, comme jamais, au niveau politique, au niveau local, au niveau individuel, dans les entreprises, dans les écoles d'ingénieurs, on a pris conscience de cette problématique et que, de mon point de vue, tout le monde en a pris conscience et tout le monde est mobilisé. Je dirais même qu'il n'y a pas un seul parti politique qui se présente aux élections sans mettre longuement dans leur projet des aspects liés à l'écologie, l'environnement. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr de bien comprendre quelle est la différence entre avoir des représentants des forêts, des fleuves, etc. dans les parlements, alors que aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a que des partis qui défendent, alors très mal, je vous l'accorde, mais qui défendent très très lourdement des politiques écologiques et environnementales. Donc je ne comprends pas du tout ce que représente l'avantage de ce que vous proposez et ni comment ça pourrait marcher d'ailleurs. Il y avait une autre question. Alors, le temps de répondre, de faire passer le micro, je vous renvoie au Parlement Loire. C'est un ouvrage que vous pouvez lire, vous comprendrez mieux. Et représenter les écosystèmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des gens qui connaissent les écosystèmes en question et qui
comme un représentant de la forêt ou de la voilà. Donc c'est autre chose que de parler dans le vide d'un écosystème. Oui, mais Non, mais je vous renvoie à cet ouvrage, Le Parlement de Loire. Oui. Est-ce que c'est pas une réappropriation dans le passé? Par exemple, le fleuve, c'est les Maoris, c'est leur culture de Mao. On ne peut pas réduire au fleuve. Les gens aux autochtones, voilà. Et dans ces parlements, en fait, le Parlement Loire, je me souviens plus du nom de l'auteur, parce que c'est plusieurs auteurs. En fait, c'est vraiment 4 jours qui se sont déroulés à Blois, dans l'école du paysage à Blois. Et en fait, le principe, c'est justement de convoquer différents experts, donc c'est une voix plurielle autour du fleuve, et donc qui permettent, si vous voulez, de faire entendre la multifonctionnalité du fleuve. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'ai travaillé sur le Rhin, qui est un fleuve très artificialisé par rapport au Bazo, il était traité comme une infrastructure qui transporte des marchandises. Or, le fleuve Rhin, c'est bien autre chose. C'est pas que une infrastructure qui transporte des marchandises. Vous voyez, donc en fait, il n'y a pas de lieu où différents représentants du fleuve, selon ces différentes réalités, ces différentes exigences, posent les choses en disant bah oui, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et il faut entendre toutes ces voix. Et quand la CCNR, elle travaille sur les Bazos, elle le travaille essentiellement comme une infrastructure et par rapport à des enjeux économiques. oui, mais néanmoins, on peut quand même se poser la question de l'objectivité de la représentation d'un homme par un fleuve. Je prends un petit exemple en médecine. En médecine, quand moi j'ai commencé mes études, quand on faisait des recommandations, on demandait que l'avis des médecins. Et puis à un moment donné, on nous a dit que peut-être l'avis des patients serait utile. On a dit mais non, ils ne sont pas utiles puisqu'ils y connaissent rien. Et maintenant, on fait pas une seule, à la Haute Autorité de Santé où je travaille, pas une seule recommandation sans prendre l'avis des usagers. Mais qui représente les usagers? Un usager qui sait ce que pense un usager et qui parle avec des usagers. Mais comment on parle avec le fleuve? Mais c'est toute la question de la philosophie politique. Quand vous dites un usager, non, mais quand vous dites un usager parle au nom d'un usager, c'est pas vrai. C'est tout le problème de la représentation. Quand les gens vous disent je vais plus voter parce que tel me représente pas, on pourrait de la même façon. Actuellement, la désaffection du politique, c'est parce qu'on veut tous être là et parler. Donc c'est le même problème que faire parler le fleuve. Oui, mais on peut quand même échanger avec une personne. Vous pouvez échanger. Dans ce cas-là, il y aurait pas de science. Si vous pensez qu'on peut pas, si vous pensez que Galilée, quand il a fait son expérimentation, il pouvait pas mettre en place une expérimentation qui fasse parler la pesanteur, il n'y a pas de science moderne. Donc je pense qu'on peut très bien représenter, peut-être pas comme si le fleuve parlait, mais on peut très bien se donner la peine, et ça serait déjà intéressant, de se donner la peine à travailler pour essayer de représenter le plus justement possible des êtres qui ne parlent pas notre langage. Mais je trouve qu'il est intéressant de travailler sur une méthodologie. Voilà. Et que ça serait intéressant de pouvoir en discuter, mais avec grand plaisir. À l'occasion. Je vous enverrai, j'ai votre Parlement Loire, là. Parlement Loire. Alors, Parlement Loire, c'est bientôt Noël. Non, mais j'avoue que je ne pensais pas, si vous voulez, de façon très simple, que cette idée, qui est une idée qu'on entend, était scientifiquement fondée et analysée. Vous nous le dites, je crois que ça mérite d'être étudié. Et c'est le principe de l'élargissement de la démocratie. Voilà. À d'autres aides. Une dernière question pour madame. Oui. Très rapidement, j'ai remarqué une question. Ma remarque que vous parliez du consommateur prédateur. Très intéressant, ce consommateur prédateur, c'est surtout les déciles économiques les plus hauts. Mais nous tous, on fait partie du décile économique de la planète les plus hauts. Donc, on peut se considérer tous comme une grande partie comme consommateurs prédateurs. L'exemple type, ça a été les jets privés qui ont été suivis et, à l'œil et savoir que M. Arnaud avait fait 17 voyages pendant 15 jours, etc., etc. Pas de réponse. C'est le summum de la prédation. Claire. Et ma question est, j'espère que dans vos cours, vous avez une population qui a moins de cheveux blancs que nous. Ah, ça, c'est sûr. Bon. Je suis confronté à cette problématique. J'ai souvent des jeunes devant moi et je vais les engager dans des voies qu'on peut appeler écologiques ou des prises de conscience écologiques. Et je me trouve devant une inaction, devant une inertie. Quoi faire dans un cas comme ça?
je me suis assez démuni. Bonne question. Non. Je crois Alors, que un commentaire et après Oui, une dernière question. On ne vous lâchera pas. Un commentaire en guise de clôture, si vous voulez. Il y a un concept que j'aime beaucoup, qui est nouveau, que l'on utilise d'ailleurs en santé ou alors dans les sociétés d'horticulture, par exemple, quand on a besoin de parler des arbres, des plantes. C'est le concept One Health. Une seule santé. Si la nature est en bonne santé, l'homme sera aussi en bonne santé. Je crois que c'est plus simple que toutes les questions politiques qui sont des sujets un peu dangereux. Voilà.